de la compte. Salut à tous, samedi 12h45, plus clair, bienvenue pour toute l'actu média, les images, nos enquêtes, les coulisses, nos invités au sommaire aujourd'hui. On commence avec notre Média Mix, c'est l'essentiel de la semaine média, en images et en 5 minutes, avec dans l'actu les dernières news de la nouvelle star, le lancement de 7 nouvelles chaînes de la TNT, l'affaire du SMS, comment Nicolas Sarkozy et le Nouvel Observateur ont mis fin à l'histoire. Dans les coulisses de la soirée électorale, là où le suspense fut le plus intense dimanche soir, Marseille. Nous étions avec les journalistes qui ont couvert l'événement. Il est le roi des saltimbanques sur France 2. Il est aussi le héros d'un doc sur le dédoublement de personnalité. Va-t-il rester une figure de la télé publique alors que les grandes manœuvres ont commencé? Patrick Sébastien est notre invité. Quand elle parle de la télé, elle n'a pas la langue dans sa poche. Amanda Lear est sur notre plateau. Elle est l'hôtesse d'une soirée disco sur France 3. Elle est venue nous en parler. Et bien sûr, vos autres rendez-vous, le zapping, l'ITV Télé. Cette semaine, Christian Blachas et Aïda Touiri, l'Observatoire des séries, la Webzone et la télé des voisins qui vous emmènera en Argentine où la télé-réalité s'attaque au kilo. Voilà pour le menu. On commence tout de suite avec l'actu de la semaine résumé et mixé par Plus Clair. C'est le Média Mix préparé par Christelle Rebière et Théodore Bourdeau. C'est parti. On n'a pas tout dit? Si. Vendredi, Laurent Ruquier a annoncé qu'il arrêterait en juin son émission quotidienne. Qu'est-ce que je dois faire? Continuez quand même sur France 2 car Laurent Ruquier gardera On n'est pas couché le samedi soir. La chaîne nous l'a dit, elle promet de faire un effort pour que l'émission ne démarre pas après 23h15. Pour le remplacer à 19h en semaine, d'après France 2, plusieurs projets, dont celui de Stéphane Bern. Des pilotes seront tournés au mois d'avril. Premier couac mercredi pour la nouvelle star. Le télécrochet d'M6 n'a attiré que 16,9% du public, soit un peu plus de 4 100 000 téléspectateurs. Son plus mauvais score depuis le début de cette 6e saison. Hécatombe, catastrophe absolue. La photo candidat au jury. Non, moi je me couche. Stop, ça va là. Non, à Dr House. Ça peut devenir grave, vous savez. Bah oui, le doc de TF1 vole des ménagères et des jeunes à la nouvelle star. Pourtant, il n'y a pas que lui qui a son franc-parler. Non seulement ça n'allait pas au niveau de la voix, là, mais pas au niveau de la présence non plus. J'adore, qu'est-ce qu'on se marre. Ça fait 2 fois que Dr House fait baisser la tension du jury le mercredi. Alors à quand le retour de la nouvelle star le jeudi soir? 3, 2, 1, 0. Les voilà, ça y est. Jeudi, 7 nouvelles chaînes franciliennes sont nées sur la TNT. Au-dessus du berceau, le président du CSA et une ministre. Il y a un côté baptême, il y a un côté... Je crois que tout le monde est réuni parce que c'est toujours une fête quand même. Autour de la photo de famille, c'était la foule des grands jours. Grands patrons, animateurs et même 2 présidents du CSA qui dissertaient dans un coin. C'était difficile le choix. Il y avait de bons candidats. Bref, un bel œcuménisme juste avant le début de la compétition. On est à la fois ravis de participer comme ça à cette cérémonie où il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Et puis voilà. Et puis à la fois, on se dit, mais alors est-ce qu'on sera mieux que les autres? C'est très bien. Il y a l'amitié et la rivalité, c'est formidable. Alors qu'a-t-on vu sur ces chaînes parisiennes la première heure? Zapping. Patrice Carmouze ouvre l'antenne de Cap 24, chaîne qui mise sur l'information des Franciliens. Tous, merci de nous rejoindre, nous sommes en direct. Patrick Sabatier serait annoncé pour les prochains jours. Mais côté ambiance, la gaudriole, c'est pas encore ça. Éric Antoine, que je vous demande d'applaudir, mesdames et messieurs. Il y a une folie dans la salle, c'est l'ambiance de folie. Énergie Paris, elle, nous emmène à la découverte des grands boulevards. Théâtre, cinéma, concerts, restos, shopping, discothèque, ici il se passe toujours quelque chose. C'est bien monté, dynamique, mais Énergie n'a pas pris le risque du direct. Demain TV, elle, a ouvert l'antenne sur le canal 21 qu'elle partage avec 3 autres chaînes, Télébocal, Banlieue du Monde et Synapse TV. Demain TV, c'est la chaîne de l'emploi. Bonjour, comment réussir dans la vie quand on part de rien, sans appui et parfois même sans diplôme? Enfin, la plus attendue, IDF1. Ça commence par un noir à l'antenne, puis c'est le retour du Club Dorothée, un voyage dans le temps. Et nos copains sont là, rien que pour vous, vos copains, nos copains. Mais il paraît que la télé, c'est comme le vélo, ça revient tout seul. Nous sommes de retour sur IDF1.
Mercredi, Carla Bruni-Sarkozy signe une tribune dans Le Monde au titre choc, halte à la calomnie. Elle nous y apprend que l'affaire du SMS est close et que le chef de l'État a retiré sa plainte contre le Nouvel Observateur. Au passage, elle donne une petite leçon de déontologie aux journalistes. Ce qui est malhonnête et inquiétant dans cet épisode, c'est qu'à aucun moment l'information n'a été vérifiée. Michel Field, qui publie un ouvrage sur le style Sarkozy, nous livre son analyse. Il ne me serait pas venu à l'idée de lui écrire mes commentaires sur sa manière de jouer de la guitare, donc c'est vrai que ça fait toujours un peu bizarre. Mais en même temps, j'ai trouvé le papier extrêmement fin. Il y a quand même un scoop dans le papier, c'est que c'est par elle qu'on apprend que le président a retiré sa plainte, donc c'est quand même pas rien. Pour moi, c'est un manifeste, désormais, moi, Carla Bruni, femme du président, voilà ce que va être mon rôle officiel. Et en ce sens-là, la tribune est assez exquise. Vendredi, le 7-10 de Nicolas Demorand sur France Inter commémorait les 40 ans de mai 68, le tout dans un lieu inhabituel. Le 7-10 qui bat et rebat donc le pavé ce matin, émission spéciale consacrée à mai 68, en direct et en public de la bibliothèque de la Sorbonne. Si on vous parle de mai 68 aujourd'hui, c'est parce que cette révolution a commencé le 22 mars à Nanterre. Le pouvoir est condamné à terme. Après la Sorbonne, Nicolas Demorand interviewe Romain Goupil en direct en se dirigeant vers le théâtre de l'Odéon. Le préfet va interdire le prochain meeting et ils vont tous se rabattre le 3 mai sur la Sorbonne. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de la Sorbonne et de mai 68, alors on s'interroge, y a-t-il un risque d'overdose ? Pourquoi s'en plaindre ? Il y a 80 bouquins sur 68, alors on n'a qu'à choisir, on va pas les lire tous. Il y a des émissions, on peut regarder celles qu'on veut, personne vous oblige, c'est-à-dire vous pouvez zapper. En fait, c'est plutôt signe de bonne santé. Une bonne santé que Patrick Rothman nourrit. Le 8 avril, France 2 diffusera son documentaire sur mai 68. Bref, Monsieur Rothman participe à cette déferlante média. Je pense qu'il faut faire attention justement à ne pas être dans le mythe ou dans l'utilisation idéologique. 10h, Nicolas Demorand rend l'antenne. C'est toujours un peu rock'n'roll d'organiser ce genre de choses, mais on termine à 10h tapante et l'antenne continue sans problème. Et c'est le peuple français qui aura le dernier mot. Dimanche dernier, tout se passait à Marseille. Droite, gauche, PS, UMP, Gaudin, Guérini, duel à couteau tiré. Le suspense a duré jusqu'au bout et les journalistes ont suivi cette bagarre des municipales minute par minute. À Marseille, mais aussi à Paris, nous étions au cœur du dispositif. Karima Hamzaoui, Laetitia Krupa. 18h45 dimanche, France 3 est la première chaîne à prendre l'antenne. Top l'antenne. Bonsoir à tous. Bienvenue sur le plateau de France 3 pour ce second tour des municipales. Un premier flash de 15 minutes pour faire un tour d'horizon qui débute évidemment par Marseille. Marseille, où l'on va retrouver Jean-Louis Boudard. Marseille en pleine effervescence ce soir, Jean-Louis. Ah, tout à fait, Louis. Gaudin-Guérini, c'est une superbe affiche, une rencontre au sommet. On fait juste des pastilles d'ambiance. Voilà, essayer d'expliquer à chaque téléspectateur un peu partout quels sont les enjeux. Donc moi, je vais expliquer l'enjeu à Marseille qui est particulièrement serré là. C'est très très fort ce qui se passe là, non ? À Paris, juste avant de commencer le marathon de la soirée électorale, petite pause maquillage pour Audrey Pulvar. J'ai un petit peu le stress qui monte. Oui, parce que c'est comme quand on passe le bac, n'importe quel examen, tout se mélange. Et à quelques minutes de la reprise du direct, les premières estimations tombent. Premier coup de stress. On vient de changer tout le conducteur, c'est parfait. C'est bon ? C'est bon. Tu me le refais dans l'ordre, dans l'oreillette ? Le très beau conducteur qu'on fabriquait depuis des jours et des jours vient de voler en éclats et donc on a changé des petits trucs. Mais tout se passera bien. Sur le plateau, c'est l'effervescence. Il faut se mettre d'accord sur l'ordre définitif des duplex. Dans l'ordre des estimes qu'on donne, on démarre par l'estime de Pau en disant qu'à Pau, c'est très tangent. Puis on va sur les élus gauche. Et même si l'équipe de France 3 est rodée aux soirées électorales, la pression monte. Très 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 stressant, surtout pour les gens qui sont derrière la cage, là, parce que c'est les chefs de prod qui sont en relation avec tous les faisceaux. Et appelle-moi sur l'autre poste, parce que là, ça me... Ok. Pour nous, rien que pour le national, on va avoir presque 35 relations, 170 sur tout le territoire. C'est une vraie folie de jonction image entre les uns et les autres. 19h45, les bureaux de vote de Marseille sont sur le point de fermer. Dominique Martineau, basé à l'Hôtel de Ville, le fief de Jean-Claude Gaudin, fait le point sur les tendances qui se dessinent.
J'imagine, Dominique, que la tension monte du côté du Vieux-Port. Oui, ici le climat est électrique entre les deux camps. Alors, ce qu'on peut dire ce soir, c'est que la participation est supérieure de 5 points à 19h à celle de la semaine dernière. Très difficile de faire un direct avec quelqu'un qui parle derrière. T'étais en plateau là ? À un moment, j'ai élevé le ton pour parler plus fort que toi parce que tu me couvrais complètement et je savais plus ce que je disais. Mais malgré la cacophonie et la promiscuité, tous les journalistes sont d'accord pour dire qu'à Marseille, rien n'est joué. Donc voilà, on attend. Visiblement, sur les dernières estimations, les deux hommes sont côte à côte. 20h, les premiers résultats tombent. La ZIC. Musique. Merci beaucoup, Gérard. Tranquillement, là, dans la soirée. Il est 20h, dans une poignée de secondes, vous allez donc découvrir les estimations concernant Noville Test. À Marseille, au QG de Jean-Noël Guérini, le candidat PS, les choses s'accélèrent et le duplex du journaliste Patrice Machuret se fait dans une certaine précipitation. Oui, alors écoutez, vous savez, ici, les militants arrivent par centaines et apparemment, quand même, la droite serait plutôt en avance sur les premières estimations, en tout cas, qui commencent à circuler sous le manteau. Voilà, ils m'ont surpris parce qu'ils m'ont pris tout de suite, là. Ah, je suis pas passé. Attends, je me disais bien, il y a un truc. Donc j'ai mouliné dans le vide. Et pourquoi Louis me lance, alors? Attends, il me rappelle. Ah, ils m'ont pas pris, en fait. Ah, je suis passé. Mais pas de problème, le duplex est bien passé sur l'antenne nationale. À Paris, première pause pour l'équipe qui donne le relais au plateau Île-de-France. Ensuite, vous avez rendez-vous avec la rédaction de France 3 Île-de-France. À tout à l'heure. Dans les couloirs, c'est le chassé-croisé des invités politiques. Pour ceux qui sortent du plateau, c'est l'occasion de faire le point avec les conseillers en communication. Il faut arrêter. Et soyez un peu plus souriant. Soyez plus souriant d'abord, et puis soyez plus direct là. Monsieur Hérault. Ouais, c'est pour qui? Plus clair, Canal+. Plus clair. Et Jean-Marc Ayrault va immédiatement appliquer les conseils. Attention, sourire. Une petite question. Vous avez un emploi du temps serré ou pas ce soir? Oui, je vais sur France 2, là, après France 3. À 21h40, une question est toujours au cœur des discussions, le résultat de Marseille. On vient d'avoir Marseille à l'instant, donc il faut donner tout de suite Gaudin élu. Voilà. 15 secondes. Ça y est, c'est tombé. Yes. La ville symbole de ce second tour, c'est Marseille qui devrait rester à droite. Une demi-heure plus tard, à l'hôtel de ville, Jean-Claude Gaudin va prendre la parole devant un parterre de journalistes. Je remercie les Marseillaises et les Marseillais. Des journalistes qui ne vont pas le lâcher d'une semelle. Tous veulent une réaction du maire. Arrêtez-vous 3 minutes. Je suis très heureux. J'ai gagné. Finalement, Jean-Claude Gaudin s'enfermera pour le reste de la soirée dans son bureau. On bloque, la police, on bloque. Renaud Muselier, lui, savoure sa victoire en enchaînant les duplex télévisés. Quand il y a du sang, eh bien les médias nationaux aiment ça. À Paris, dernier décrochage régional pour l'équipe et dernière pause. Alors La dernière tranche, c'est le plus dur parce que tous les résultats sont tombés. Il faut sortir encore autre chose, il faut trouver d'autres questions et il faut arracher d'autres infos. Les journalistes vont se réunir au calme dans les studios vides du 19-20. Ils font le point sur la dernière tranche de l'émission et les derniers invités qui vont arriver. Les invités, ils restent après minuit, non, assez peu. 23h15, 23h45. Voilà. Laurent Wauquiez ne viendra pas. Donc on l'a remplacé par Dominique Paillet, qui est secrétaire général adjoint de l'UMP, qui viendra plus tard, parce qu'on s'est rendu compte que la plupart d'entre eux en avaient ras-le-bol et voulaient se casser après minuit. J'essaye Rachida, si jamais elle est de bonne humeur. 23h20, c'est ça ? Et 30 minutes plus tard, Rachida Dati entre sur le plateau. Élue dans le 7e arrondissement de Paris, elle a accepté l'invitation. À Marseille, à part quelques militants restés dans les QG des candidats, la tension est retombée, les jeux sont faits. On a la certitude donc de cette victoire de Jean-Claude Gaudin. Bon, maintenant pour nous, on va dire c'est plié dans notre langage. Mais la soirée électorale de France 3 ne se terminera que bien plus tard, à 1h02 précisément. Très belle nuit à tous. Et merci. Musique, lumière, santé. Un plan à la fin. On est content. Je ne sais pas si les téléspectateurs l'étaient, mais je pense qu'on a bien bossé. On était quasiment les meilleurs au premier tour, on espère l'être aussi ce soir. Juste une dernière petite angoisse de savoir ce que seront les chiffres de demain.
La soirée du deuxième tour n'a pas égalé le record du premier tour. De la deuxième place en audience, France 3 est retombée à la 4e place, avec tout de même près de 3 millions de téléspectateurs. Il y a un an, Patrick Sébastien tentait une expérience limite, se glisser dans la peau d'un autre, aux frontières de la folie. Il en a fait un documentaire, La double vie de Joseph Lubski, diffusé vendredi prochain sur France 2. Aujourd'hui, Patrick Sébastien est redevenu celui que l'on connaît, le roi des samedis soirs sur le service public. Et pourtant, il dit avoir changé. Alors, a-t-il toujours autant besoin de la télé, autant besoin de la reconnaissance? Quelles sont ses envies? On va lui demander puisqu'il est là avec nous. Patrick Sébastien, bonjour. Salut. Bonjour, vous allez bien? Ah oui, je vais très très bien. J'ai jamais été aussi bien d'ailleurs. Il y a presque un an, vous avez publié ce livre, La cellule de Zarkane, un thriller caché sous une fausse identité, Joseph Lubski, ex-tolard. Et le 28 mars, France 2 diffuse donc un documentaire, La double vie de Joseph Lubski. Le documentaire retrace toute cette aventure et il y a un débat ensuite qui est animé par Frédéric Lopez sur le dédoublement de personnalité. Ouais, c'est bien ça? C'est un animateur exceptionnel, mais vraiment, je pèse mes mots. Vous allez être surpris de la générosité de ce type. Et on fait donc un débat avec des psys, avec des comportementalistes. C'est un voyage dans le dédoublement de personnalité, qu'on a un peu tous d'ailleurs. Pourquoi en faire un documentaire? Puisque finalement, vous avez publié votre livre, vous avez eu les bonnes critiques, c'était le but de ce dédoublement. D'ailleurs, est-ce que le livre a marché? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Il a marché comme vous l'espériez, comme l'auteur l'espérait? Non, parce que c'était... Combien d'exemplaires? Je sais pas. Et honnêtement, je sais pas, mais je suis situé autour de 20-30 000, ce qui est pas mal, hein. Mais parce qu'on sait très bien que c'est pas du sensationnel. Par contre, peut-être on le relance, là, on le remet, on avait prévu de le remettre en place à la sortie du documentaire. On va voir, si vous voulez bien ensemble, quelques images de cette aventure, un extrait de ce documentaire. On est en janvier 2007, quand tout a commencé. Il fallait d'abord trouver un physique à Joseph Lubski. Depuis 6 mois, je fais un régime pour affiner ma silhouette et j'ai déjà perdu presque 10 kilos. J'ai convoqué toute mon équipe de maquillage et de coiffure. Toute la difficulté est de créer un personnage éloigné le plus possible de moi, avec des artifices invisibles à l'œil nu. J'ai surtout l'intention, pour que le décalage soit indétectable, de couper les cheveux que je porte longs depuis plus de 30 ans. Petit à petit, on dessine une première esquisse, une allure, une tendance. Doucement, je commence à glisser dans ce qui n'est qu'un brouillon de ma future écorce. Je rêve de me trouver en face de gens qui ont un mépris profond pour Patrick Sébastien, qui fait tourner les serviettes, et que ces gens-là me disent « Monsieur Lubski, ce que vous écrivez est vraiment très bien écrit. » Ça me fera un plaisir fou. Ça va, vous ? On vous entend là parler du mépris profond pour celui qui fait tourner les serviettes à la télé, de la bêtise chronique des médias, des critiques. La bêtise, c'est leur truc. Mais ça m'a eu blessé beaucoup. Vous l'avez dit ça dans la presse également, la bêtise chronique des médias. Ah oui, il faut savoir quand même que quand j'ai fait Lubski, justement, j'ai quand même eu droit à... Et comme j'avais maigri et que je m'étais rasé la tête, c'était parce que j'ai inventé Lubski pour cacher un cancer. Je faisais de la chimio. Ça, je l'ai lu dans les trucs. Ça, c'est ce que ça fait partie des choses qui ont été... C'est pas la bêtise, c'est la connerie au plus haut degré. Le mépris, le manque de considération, ce problème d'image, c'est quelque chose qui revient très très régulièrement dans votre bouche. Est-ce que vous n'êtes pas un peu parano, Patrick Sébastien? C'est marrant parce que c'est toujours ce qui revient dans la bouche des journalistes. Je vous laisse la question. Vous avez qu'à dire que... J'ai relu vos déclarations depuis 20 ans, 30 ans. C'est quelque chose qui, comme une blessure chez vous, c'est vraiment... Écoute, quand tu ouvres un journal et que tu vois marqué « Oh, celui-là ferait le finir au lance-flamme ». C'est un gros con, c'est un beau, c'est ça. C'est pas de la parano, c'est écrit. Alors après, qu'on veuille se défendre sur ces attaques-là, non, c'est de la légitime défense, c'est pas de la parano. C'est pas très important en fait, parce que moi j'ai fait ce complexe à l'époque, parce que pour moi ces gens-là, les gens qui étaient comme ça méprisants, étaient très intelligents, je les plaçais très très haut. Après je les ai rencontrés, et je me suis aperçu qu'il y avait quand même des mange-merde dedans. Hein. Mais vous avez l'impression que vous, on vous attaque plus que les autres? Aujourd'hui je suis beaucoup plus... Ah non, que les autres, pas plus que les autres, mais moi-même. En attendant, vous êtes une figure du divertissement, du service public. Moi, du moment que je m'amuse, tant que dans ma vie, tout ce que je fais
Tant que les emmerdements dépassent pas le plaisir, ça me plaît. J'ai le luxe de pouvoir faire ce métier qui me plaît, d'y gagner de l'argent, alors qu'à la limite, moi, je paierais pour le faire. N'écoutez pas les gens de France 2. Je prends ça... j'ai jamais pris ça vraiment très, très sérieusement. Honnêtement, je vais te dire, l'essentiel, c'est que j'ai du travail pour moi et pour ma boîte, surtout que je fasse tourner ma boîte qui reste indépendante, que quand on fait une émission, que ce soit le cabaret, que ce soit les années bonheur, on la fait très sérieusement, on se moque pas ni des gens qui nous payent. Ça marche très bien, 23% en moyenne de part de marché, entre 4 et 5 millions de téléspectateurs. On se débrouille pas mal, on bosse. À chaque fois, donc et puis on se fait plaisir. Donc tout va bien pour vous. Ah, tout va très très bien. Apparemment, je vais re-signer 2 ans. On est en train de négocier le contrat. C'est pas signé encore ? Ouais, mais on est en négociation normale. Et puis, je vais peut-être faire un jeu. Qui s'appellerait ? Qui s'appelle Duel. Mais je pense qu'il s'appellera pas comme ça en français. Parce que c'est des copains à moi qui ont inventé un jeu qui doit être le premier qui est parti aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est parti dans l'autre sens. C'est la société de production French TV. C'est ça, voilà. Et comme c'est des potes, je les ai formés, ils ont travaillé chez moi. C'est vraiment des amis. Et ils m'ont dit, est-ce que ça t'amuserait de présenter ça ? Ils ont commercialisé le jeu aux États-Unis. Voilà. Ouais. Et je pense et j'ai accepté, alors je sais pas si ça va se faire, peut-être cet été, de présenter ce jeu, moi qui n'ai jamais présenté un jeu, mais j'ai accepté. Sur France 2. Ouais, j'ai accepté de faire ça. Je pense pas à mon image, à quoi que ce soit. Ça m'amuse, voilà. Et j'ai envie, à 55 balais, j'ai envie de m'amuser. Donc tout ce qui m'amusera, je ferai. Votre créativité, votre talent, ça intéresse les autres, TF1 par exemple ? Non, je pense pas. Mais je me situe pas en termes de production pure. Moi, j'ai juste envie que ma petite boîte elle vive parce que c'est une famille. Votre boîte, c'est Magic TV. Vous avez plein d'idées. Est-ce que vous avez eu des propositions de rachat, des gens qui étaient intéressés pour vous racheter ? J'ai entendu dire que Courby, il cherchait à racheter des trucs. Non, mais je connais bien. C'est le site de Télé 7 jours, selon lequel Stéphane Courby, qui a quitté donc Endemol pour créer sa propre société de production, travaillerait à la constitution d'un gros groupe de production 100% français. Ouais, il m'a pas contacté encore. Je le connais bien. Et il sera en discussion avec Sébastien Coé, Benjamin Castaldi et vous. Enfin, pour l'instant, il n'est pas en discussion avec moi. Vous parliez d'un jeu entre la presse et vous, d'une provocation comme ça. Avec Nicolas Sarkozy, c'est pareil. Il y a un truc bizarre, vous arrêtez pas de balancer sur lui. Et lui, il vous adore. Le problème de Nicolas... Pardon, monsieur le Président. Excusez-moi. On se connaît depuis longtemps. Je trouve qu'il devrait faire Johnny Hallyday comme métier. Il serait vachement bien. Tu vois, je sais pas, il devrait faire... C'est un showman extraordinaire. C'est un mec très sympathique. C'est un mec compétent. Il vous énerve parfois. C'est un mec compétent, mais je le vois pas dans cet emploi-là. Sarko qui serre les mains des ouvriers dans les usines et qui va ensuite se prélasser sur un yacht, c'est une insulte à plein de mecs. Là, ça vous amuse pas, ça vous met en colère. Mais pas que ça. Je veux dire, la suppression de la pub. J'ai entendu milliards de débats la suppression de la pub sur le service public. C'est un cadeau à ses copains. C'est normal. Ses copains l'ont aidé à être président. Il leur fait un cadeau. Parce que le truc qui consiste à dire, on enlève la pub pour faire de la qualité. Je vois absolument pas le rapport. Quand je fais le cabaret, ça coûte de l'argent parce qu'il faut faire venir les artistes de loin, etc. Quand ils se lancent dans Guerre et Paix, etc., le service public, il faut financer ça. Et je trouve que c'est bien qu'on ne demande pas aux gens de mettre la main à la poche. Après, je te dis, j'ai beaucoup de respect pour la fonction. J'ai du respect pour l'homme, parce qu'il se bouge, mais... Je ne vois pas dans cet emploi-là. Lui répond Patrick Sébastien. Le samedi soir, c'est l'archétype du service public qui sait faire du divertissement populaire. Je pense qu'il est sincère et je pense qu'il sait aussi que je suis quelqu'un qui ne séduira pas sur ce point-là, en tout cas. Donc je me suis permis d'appeler l'Élysée et de laisser un message au président en lui disant que ça ne changeait rien à ce que je pensais de lui, mais avec toute l'estime que j'ai pour lui quand même, et que je pense que même lui devait préférer avoir de bons ennemis que des mauvais amis. En tout cas, la boucle, Joseph Lubski, est presque bouclée, puisque on retrouve tout ce voyage dans le dédoublement au sein d'un documentaire qui est donc diffusé le 28 mars sur France 2. Ça s'appelle La double vie de Lubski, à 20h50 en prime time. Et je précise de Vincent de Hologne qui a réalisé le film. Qui a réalisé le documentaire. Merci beaucoup. C'est moi. Merci. À suivre, le zapping, l'ITV Télé cette semaine. Christian Blachas, Monsieur Culture Pub et Aïda Touiri, l'un des visages de l'info d'M6. Vous retrouvez aussi l'Observatoire des séries, la télé des voisins, la webzone et bien sûr notre invitée, Amanda Lear, présentatrice Disco. C'est juste après la pub. Quand deux personnalités de la télé font les questions et les réponses, ça donne l'ITV Télé cette semaine. Christian Blachas et Aïda Touiri, on regarde. La dernière fois que tu as ri devant la télé? Oh, au salon d'agriculture, casse-toi pauvre con, ça m'a fait vraiment marrer. Tu demanderais à Valérie Damido de redécorer ton appartement?
Ah oui, d'ailleurs Valérie, j'aimerais bien installer une cheminée chez moi, j'ai pas trop de place, donc si tu pouvais venir faire un tour, franchement ça m'arrangerait. La dernière fois que tu as pleuré devant la télé? Le 16 août 1977, quand j'ai appris par le journal télévisé de 13h la mort d'Elvis Presley. Quel est l'animateur ou l'animatrice du PAF, le ou la plus mal habillé? Alors je vais me faire détester, Koé. Avec quelle personnalité t'a-t-on déjà confondu? Une fois avec Bolloré, mais je pense que c'était dans le noir et que la personne en question était un peu myope. Quelle est l'émission que tu regrettes de ne plus voir dans le PAF? Culture Pub. Quel animateur ou animatrice du PAF embrasserais-tu sur la bouche? Louise Bourgoin. Oh là là, Louise Bourgoin. Est-ce que tu trouves que Julien Lepers en fait trop? Non, j'aime beaucoup son style et ma belle-mère aussi. L'animateur ou l'animatrice télé la plus mal habillée? Alors, les filles qui présentent Infosport, elles sont très très mal habillées, ces filles. Quelle est selon toi l'émission la plus idiote du PAF? Pardon Koé, mais la méthode Koé. Avec quel animateur ou animatrice télé prendrais-tu une douche? Avec Cécile de Minibus, parce qu'en plus, ça me le ferait marrer. Qui parle dans ton oreillette? Il y a plusieurs personnes en fait. Il y a donc l'une des scripts, Pauline ou Anne, qui m'apprend à compter en fait, 5, 4, 3, 2, 1. Et sinon c'est Nico, le réalisateur, qui me fait des blagues absolument vaseuses juste avant l'antenne, c'est super. Si la télé était un objet? Un micro-ondes, évidemment. L'émission à laquelle tu ne participeras jamais? Koh-Lanta, parce qu'il y a plein d'insectes et des bêtes que je supporte pas. Voilà, interview croisée réalisée par Alexandre Pérez. Vous retrouvez Aïda Touiri dans 66 minutes. C'est le dimanche à 17h40 sur M6. Christian Blachas, lui, c'est toujours Culture Pub sur NT1 le dimanche et le lundi sur culturepub.fr. Prenez les brochings des Feux de l'amour, les problèmes de riches de Dallas, les répliques d'Amour, Gloire et Beauté et les décors de Santa Barbara. Secouez, ajoutez l'accent québécois. Vous obtiendrez tout ce que les soap opéras ont de pire ou de meilleur. C'est selon. Le cœur a ses raisons, c'est une série drôlissime qui fait un carton au Canada et débarque lundi sur Énergie 12. Vincent Calvet. Ashley, tu n'as pas quelque chose à dire? On connaît tous Les Feux de l'amour, ce soap diffusé en semaine sur TF1 au moment de la digestion. Apparemment, les Québécois le connaissent aussi. Voici Le cœur a ses raisons, une série québécoise qui parodie tous ces soaps que l'on a pu subir à la télé. Ouais. Brad, serrons-nous la main. Tu sembles tenir la forme? Parfaitement, mais toi tu as l'air épuisé. Une série qui arrive en France lundi sur la chaîne Énergie 12 avec la participation de plusieurs comiques québécois, dont Anthony Cavana. C'est les brochings des années 80 improbables, c'est le côté hyper décalé. En fait, c'est les Simpsons en vrai. Comment je m'appelle? Qui est ton papy? Oh! Vous vous connaissez? Si, vaguement. Ce feuilleton reproduit donc jusqu'à l'absurde tous les codes des soap-opéras. Je ne reste pas ici. La fin de scène, c'est toujours 30 secondes. 30 secondes de regard. Quoi? Vous êtes mon père? Fais ce que tu veux. Mais tu n'es plus mon fils. La vraie différence entre le soap et la parodie, c'est la longévité. Seulement 3 saisons du cœur a ses raisons ont été produites. Tandis que Les Feux de l'amour ont déjà 34 saisons au compteur, soit près de 8400 épisodes. Je comprends parfaitement que cette nouvelle puisse vous choquer, mais nous sommes heureux ensemble. Ça fait beaucoup de brushing. À partir de lundi soir sur Canal+, on va pouvoir vivre comme si on y était le règne du roi Henri VIII grâce à la série Les Tudors. We are to war with France. Avec dans le rôle principal le comédien Jonathan Rhys Meyers. On l'avait découvert au cinéma dans le film Velvet Goldmine où il tenait le rôle d'un chanteur très inspiré de David Bowie. Pas étonnant donc que son Henri VIII nous ait fait penser à plusieurs stars du rock. Quand on voit ce souverain profiter de ses courtisanes et s'amuser à peu près de tout,
Là, on a tout de suite en tête le Mick Jagger, période 68. On découvre également Henri VIII séduit à l'idée d'un traité de paix universel et prêt à se laisser pousser la barbe pour le signer. My beard will be a token of universal friendship. Là, clairement, on peut penser au John Lennon antimilitariste qui se laisse pousser la barbe et qui dénonce le conflit au Vietnam. Enfin, à le voir si soucieux de son apparence. I want your opinion. Do you like this cloth? On peut avoir en tête Jared Leto, un acteur de cinéma hype, aujourd'hui chanteur à minette ultra looké dans le groupe 30 Seconds to Mars. Un Henri VIII rockstar qui pourrait bien permettre aux néophytes de s'intéresser de près à l'histoire de ce souverain mégalo et passionné. Attention, à partir de ce soir, sur la chaîne TPS Star, on va découvrir que vivre à 2 musiciens dans un petit appartement new-yorkais, ça n'aide pas pour les rencontres. Hey guys. Hi. Hey. Hey Britt, that's just Britt. Turn the light off, Britt. No, it's okay, leave it on. I should probably go. Are you sure? So, on or off with the light then? Brett et Jermaine sont néo-zélandais et ils forment le duo folk rigolo Flight of the Conchords dans la série éponyme. Well, it doesn't look like Daft Punk. We wanted ones like Daft Punk. I don't know who he is. À la base, Flight of the Conchords, c'est un vrai groupe aux chansons humoristiques. You're so beautiful. Well, you could be a part-time model. Well, you'd probably have to keep your normal job. C'est la chaîne HBO qui leur a proposé de tenir leur propre rôle dans une série. Et depuis, le groupe est devenu totalement culte. On ne compte plus sur Internet le nombre de fans qui reprennent leurs chansons. Du coup, le groupe va enfin pouvoir sortir aux States son premier véritable album. Ce sera au mois d'avril. Amanda Lear, présentatrice à la télévision française, c'est toujours un événement. Ce sera lundi pour une soirée boule à facettes. France 3 célèbre les 30 ans du film culte La Fièvre du samedi soir. Et Amanda Lear, forcément, s'imposait en maîtresse de cérémonie. Sa pêche, son franc-parler, ça dynamite toujours un plateau télé. Alors on est ravis de la recevoir sur le plateau de Plus Clair. Bonjour Charlotte, je viens vous dynamiser. Dynamiter carrément. Dynamiter, la folle histoire du disco, c'est le lundi 24 mars. Le lundi de Pâques. Voilà. Donc tout le monde est à la maison, c'est une bonne journée pour regarder le disco et pour se remettre en mémoire justement cette merveilleuse période. Parce que vous savez qu'en 78, disco est né, donc maintenant ça fait 30 ans. Voilà. 20h50 sur France 3, il y a plein d'archives, plein de musique, ça danse, c'est très très gai. C'est bien fait parce qu'on voit la naissance du disco, la grande période disco, les stars françaises qui s'y sont mises un petit peu en retard, et puis le post-disco, la chute du disco, la décadence, et puis après les enfants du disco qui aujourd'hui sont Mika, Bob Sinclair, etc. Mais il y a des choses que j'avais jamais vues, comme Sœur Sourire qui fait du disco, par exemple, je n'avais pas vu. Comment ça s'est passé la décision de présenter ce programme? Parce que vous vous imposez logiquement, vous êtes la reine du disco. C'est-à-dire, c'est surtout, je suis la seule survivante, c'est à peu près ça, qui soit un peu présentable à la télé, parce que celles qui étaient en même temps que moi, sont disparues ou ont beaucoup grossi, et donc, comme il fallait présenter ça en français aussi, ils ont pensé à moi, c'est très gentil, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais très présente. D'ailleurs, moi, ça m'a fait plaisir quand François m'a appelé, parce que j'ai dit, enfin, vous vous rappelez qu'Amanda Lear a été aussi chanteuse disco. Dans l'émission La folle histoire du disco, on vous voit danser un petit peu. Vous avez mis une petite touche d'ironie. Vous mettez toujours votre touche personnelle. Il faut jamais se prendre au sérieux, Charlotte. Ouais. C'est surtout ça qui compte. N'oublions pas que la télé, c'est un divertissement. C'est là pour distraire les gens. Donc, si les présentateurs télé se prennent au sérieux, attendez, ça se saurait. C'est pas un métier déjà, présentateur télé. Lire un prompteur, c'est pas. Donc, c'est pas. On peut pas se prendre au sérieux. Bon. Vous êtes connu pour ça, pour dire exactement ce que vous pensez, pour ne pas avoir votre. Ça m'est très difficile. La langue de bois, oui. J'y arrive pas. Et du coup, c'est très très rare à la télévision. Et du coup, ça donne une carrière télévisée un peu bizarre, un peu atypique. Oui, voilà. On va regarder ça en images, si vous voulez bien. Vous avez raison. Heureusement que ça s'étale sur plusieurs pays, d'ailleurs, parce que. On va regarder quelques images qui ont été compilées par Vincent Calvet. Lundi soir sur France 3, attention. Ça va faire boum, boum, boum. Et oui, on va revivre la folle histoire du disco en compagnie, bien sûr, d'Amanda Lear. Regardez-moi ça brille de partout, on dirait une boule à facettes. Une émission nostalgique, pleine de tenues flashy et de refrains entraînants.
crois que ça l'amuse quand elle a débarqué. Je vous ai amené toutes mes fringues disco, regardez, ça scintille, ça brille dans tous les sens. Elle nous a fait un défilé de mode. Elle est quand même elle est dans le show depuis toujours. Pas étonnant donc qu'Amanda Lear soit le visage de cette émission. Elle fut une grande chanteuse de ce style musical, aujourd'hui un peu kitsch, mais toujours aussi populaire. Ah, le disco, changer ma vie? Non, il n'a pas vraiment changé ma vie. Simplement, il m'a procuré le succès que je voulais dans la musique. Et l'après-disco pour Amanda, ça a d'abord été la télé. J'ai essayé, mais bon. Au milieu des années 80, Amanda Lear est devenue l'un des premiers visages de Telecinco, la télévision privée de Berlusconi. Et la vie d'étonnant et de bizarre, le fait qu'elle était un personnage un peu dépaysant. Donc, ses côtés sensuels, cette voix si grave. On la retrouve donc à l'antenne en France en 86 sur la 5, la version française de cette chaîne de télé que les moins de 20 ans n'ont jamais connue. Non, parce que c'est une émission française. Amanda Lear à la télé, cela a longtemps été une histoire de sexe et dans plusieurs langues. La prima volta che hai fatto l'amore, te la ricordi? Studi gern porno, ça? Depuis, Amanda Lear a eu plus d'une fois l'occasion de prouver qu'elle pouvait parler de tout. Ce qu'on a découvert d'Amanda Lear, c'est que c'était aussi un personnage plein d'humour, sympathique, une femme finalement, parce qu'on a découvert que c'était une femme finalement, qui savait parler d'une manière aussi très proche au public. La carrière média d'Amanda Lear est à son image très surprenante. Elle est aussi à l'aise entourée de jeunes bodybuildés qu'en compagnie de l'équipe des grosses têtes de RTL. Elle a présenté de nombreux programmes TV sulfureux. Et puis un gentil ministre arrive et vous épargne une médaille. Mais elle est aussi chevalier des arts et des lettres. Bref, en 30 ans de carrière, Amanda n'a cessé de brouiller les pistes sans jamais vraiment s'éloigner de la boule à facettes. C'est avec les tubes disco qu'elle a été connue en Italie, en Allemagne, partout, et que depuis, c'est devenu une sorte de media woman internationale et multilingue. Je devrais être à la retraite si je regarde ça. Mais vous êtes toujours une media woman. Media woman, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on parle de vous dans... Ça veut dire qu'on vous voit que Yann Barthès parle de moi dans son journal. Par exemple, ça veut dire qu'on vous voit sur tous les plateaux, vous avez été chroniqueuse, vous avez présenté des émissions dans tous les pays, en Europe. Et c'était votre truc, vous le faisiez pour l'argent, la notoriété, le plaisir? Ah non, au départ, moi, c'était pour payer le loyer. Mais vous n'en aviez pas besoin, vous veniez de vendre 15 millions de disques à travers le monde. Oui, mais j'avais un gros loyer. Et donc, très gros loyer. Attiré par le gain, c'est vrai que j'ai accepté les offres de Berlusconi parce que c'était d'un luxe, c'était dynastie. On avait le chauffeur et tout, l'hôtel à Milan, donc c'était formidable. Et donc, je me suis laissé tenter par tout ça. Et puis après ça, j'y ai pris goût parce que je me suis rendu compte que quand on passe à la télé, on est 100 fois plus populaire qu'en vendant des disques ou en écrivant des livres, c'est vrai. Et donc, bien sûr, je suis resté plusieurs années à la télé italienne, puis à la télé allemande, on en a vu des extraits, à dire des âneries. Mais vous en avez bien profité, en tout cas. Voilà, et je me suis surtout bien amusée. Voilà, je me suis bien amusée. Votre limite à la télévision, est-ce que c'est la télé-réalité? Vous en avez fait en Italie, mais pas en France. C'est terrible. J'ai présenté une émission de télé-réalité en Italie et je suis partie après la première émission. Ça fait un gros scandale à la RAI parce que c'était prévu qu'il y en ait 12 et dès la première j'ai dit non, ça c'est pas possible, c'est au-dessus de mes forces, je peux pas présenter une telle ânerie. Donc le lendemain, vite, il a fallu me trouver une remplaçante. C'est votre limite à la télévision. Vous avez participé à beaucoup d'émissions de télévision. Vous aimez la télévision. Donc j'aime beaucoup la télévision. Je vous propose un petit jeu. En 60 secondes, je vous donne 12 noms d'animateurs. Oui. Et puisque vous n'avez pas votre langue dans votre poche, vous me dites ce que vous en allez me pensez. fâcher avec 12 personnes. Du tac au tac. Je vous donne le nom, vous me dites un mot. C'est parti? Allez, c'est parti. Allez, top, c'est parti. Laurent Ruquier. Il rit beaucoup à ses plaisanteries. Marc-Olivier Fogiel. Une teigne. Thierry Ardisson. Opportuniste. PPDA. Inconnu, je n'ai jamais travaillé avec lui. Flavie Flamand. Mignonne. Stéphane Bern. Il est là quand il faut. Christophe Ondelat. Beau garçon. Sébastien Coé. Pardon? Sébastien Coé. Ah, la méthode Coé. La méthode Coé. Ah, le bon gros, bon copain. Christophe de Chavannes. J'ai d'étranges rapports avec lui, je ne sais jamais sur quel pied danser. Nikos. Je ne connais pas, jamais travaillé avec lui. Ouais. La Starac, Patrick Sébastien. Il dit qu'il est très bon copain. Il dit qu'il est très bon copain. Et Virginie Efira. Je suis sa maman.
J'ai joué sa maman dans un film qui n'est pas encore sorti et ça a très bien marché toutes les deux. Je dois dire, c'est une fille très sympathique. C'est fini. On a dépassé le score, mais on a voilà. fait 12 déjà. Oui, on a fait 12 animateurs. Il en manque plein, et Morandini, et machin, il y en a plein. Bon, mais c'est pas grave. Le 26 mars, donc, la sortie de Chasseurs des Dragons, où vous faites la voix d'un dessin animé magnifique. Des personnages. Lundi, sur France 3, 20h50. Les folles années disco, que des bons souvenirs. Voilà. 30e, c'est à l'occasion du 30e anniversaire du film La fièvre du samedi soir, avec la musique des Bee Gees. Et depuis 2 jours, un DVD. Alors ça, c'est un très vieux concert, justement. C'était à cette époque-là. Je chantais avec mes musiciens, mes danseurs sur scène. C'est ce même concert qui a inauguré le Palace. Merci en tout cas d'être venu nous parler sur ce plateau de cette soirée disco lundi sur France 3. Merci. Staying alive. On va passer à notre télé des voisins en Argentine. Changer de vie, c'est une question de poids. Question des pesos, c'est le programme phare des après-midi de la télé-réalité qui s'attaque au kilo de 15 candidats. Lucia, Amadeo, Diego et les autres sont comme 50% de la population du pays. Beaucoup trop gros. Heureusement, la chaîne Canal 13 est là pour les faire maigrir. Karima Hamzaoui. En Argentine, l'émission qui cartonne actuellement, c'est Question de Peso, traduisez question de poids. 3e saison que ce programme est diffusé sur Canal 13, une chaîne du câble. Hoy en Cuestión de Peso, es lunes de eliminación. Avant l'élimination, l'entrée de la star de ce show, la présentatrice. Le principe de l'émission, 15 personnes obèses évoluent sous l'œil des caméras dissimulées un peu partout dans un appartement. Leur objectif, perdre un maximum de kilos pour gagner soit de l'argent ou soit un logement. Ils ont jusqu'à la fin de l'année pour maigrir. Ainsi, chaque soir, 3 de ces candidats passent sur la balance. 186 kilos y medio menos. Gustavo, ¿te vas o te quedás, santafesino? ¿Qué pasa con vos? ¿Te quedás o te vas de Cuestión de Peso? ¿Se queda o se va? Plus 300 grammes, Gustavo doit donc quitter l'aventure. Une batterie de spécialistes en plateau, psychologues, profs de sport ou nutritionnistes expliquent les raisons de cet échec. Courbe de poids à l'appui. Allez, au revoir Gustavo. En Argentine, bizarrement, ce programme ne choque personne. Il se définit même comme une émission de santé publique. Le fond de cette émission est esthétique et si à la fin elle parle de santé, c'est pour donner un côté entre guillemets culturel ou important de cette émission. Mais le but réel est d'accroître son public et d'attirer encore plus de gens qui regardent ce reality show. Maigrir en direct à la télé, un concept qu'on connaît bien ici en France. Il y a presque 4 ans maintenant, Mac Lesguy produisait l'émission J'ai décidé de maigrir sur M6. Et à l'époque, cela avait provoqué quelques polémiques. Des journalistes ont prétendu que c'était l'adaptation française d'une télé-réalité allemande qui s'appelait Big Diet, le grand régime, où effectivement c'est le même principe, on glorifiait la perte de poids, il y avait des gagnants, il y avait des perdants, ceux qui maigraissaient le plus. Et à partir du moment où il y a eu cet écho paru dans la presse, qui était totalement faux et infondé, la polémique était née en disant voilà, ça va être un loft des gros. Et qu'est-ce qu'il en pense Mac Lesguy de cette émission en Argentine ? La question des pesos, je ne sais pas si ça ne marcherait pas, je sais que ça n'est pas faisable, tout simplement. Vous avez en France une déontologie médicale qui fait que jamais ce programme ne marcherait. Pourtant, en Argentine, ce programme rassemble jusqu'à 7 200 000 téléspectateurs par semaine. Et si en France, on n'est pas prêt pour ce genre de programme, le Chili, l'Espagne ou les États-Unis, eux, viennent d'acheter le concept de cette émission. Cette année, il y a 2 nouvelles stars. Celle que l'on retrouve sur M6, le jeudi ou le mercredi, ça dépend. Et l'autre, sur le net, vous avez déjà entendu parler de Cindy Saunders et de la pétition pour la sauver. Vous avez peut-être aussi vu les essais de Steven. Chaque semaine, il interprète une chanson à l'attention de l'un des jurés et déclame des vers décalés pour les recaler, comme lui, Théodore Bourdeau. Quoi de neuf dans la webzone ? Lui, c'est Steven. Recalé au premier tour du casting de la nouvelle star, il a décidé de se donner une 2e chance sur le net. Bon, on va pas se mentir, j'ai loupé la nouvelle star. Artistiquement, j'étais au top, mais parfois le cœur dit oui et les cordes vocales disent non. Toutes les semaines, cet étudiant de 22 ans met en ligne une nouvelle vidéo dans laquelle il s'adresse au jury de la nouvelle star. C'est quand même un hommage que je rends au jury.
sais pas si je vais leur faire passer un message, mais justement, je veux essayer d'adapter mes chansons en fonction de la personnalité de chacun. André Manoukian, permets-moi de te vous voyer. J'aurai peut-être la chance de vous rencontrer un jour, notamment grâce à cette chanson que je vous dédicace. C'est un mélange post-moderne, comme vous aimez bien. Pour le côté post, Bézu, à la queue leu. Et pour le côté moderne, Calabroni, première dame de France. Pourtant tout le monde s'éclate, à la queue leu, et tout le monde s'embrasse. À la queue leu, vive la queue leu. Si eux, ils pouvaient voir ces vidéos et sourire, ce serait génial. Et en attendant que Dédé et sa bande le repèrent, Steven appelle tous les éliminés du télécrochet d'M6 à le rejoindre sur son site. Mais qu'est-ce qu'il pense de la recalée la plus célèbre, l'incroyable Cindy Sander? Moi, je l'ai trouvé sympa, mais je me situe pas du tout en opposition par rapport à elle. Sur le net, Steven s'est offert un sacré coup de buzz. Ses vidéos ont été visionnées plus de 280 000 fois. Je serai pas la nouvelle star cette année, mais je serai peut-être votre star à vous. À vous. À part ça, dans la webzone, l'homme de la semaine sur le net, c'est lui. Bonjour, je m'appelle Nicolas Prinsen. Nicolas Sarkozy vient de faire de Nicolas Prinsen le monsieur Internet de l'Élysée. Bardé de diplôme à tout juste 25 ans, Nicolas Prinsen a déjà officié sur le site sarkozy.fr pendant la campagne l'an dernier. Je crois qu'on va faire tomber les murs. Je pense qu'on va faire tomber les murs et trembler les sièges, exactement. Nicolas Prinsen devrait se concentrer sur la toile et relever toutes les rumeurs et attaques contre le président de la République. C'est une occasion unique pour le faire. Sa mission à peine entamée, les blogueurs l'attendent de pied ferme et ils lui ont déjà trouvé un surnom, le Big Brother du web. Enfin, dans la webzone, Paris Hilton cherche une nouvelle meilleure amie pour la vie. Exit Nicole Richie, sa copine de l'émission Simple Life. J'ai envie de pleurer. Pour son nouveau show sur MTV à l'automne 2008, elle organise un grand casting. Des sélections qui ont commencé sur le net. Les postulants mettent en ligne photos et vidéos censées prouver qu'ils ont le profil. Are you fabulous? Yeah. Yeah, I am. No explanation needed. No. On a regardé ces vidéos pour vous et, comment dire, c'est pas gagné. Trop blonde, trop sexy, trop poilu, trop bizarre, trop. Non, vraiment, Paris Hilton va avoir du mal à remplacer Nicole Richie. Voilà, plus clair, c'est fini. Tout de suite, vous prendrez bien un café. C'est Pascal Clark qui paie l'édition. Vous pouvez retrouver les meilleurs moments de l'émission sur canalplus.fr. À samedi prochain, 12h45. Et d'ici là, ouvrez grand vos yeux.